Vendredi 29 juillet 2022, merci à tous ceux qui ont pris ce rendez-vous du Forum des rédactions et surtout merci à ceux qui croient en ce que nous faisons. Vous le savez, nous sommes à quelques jours du 62e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et sans fausse modestie, nous avons fait fort en déplaçant du moins en invitant pour ce numéro du Forum des rédactions deux acteurs de la presse béninoise. Avant de vous les présenter, je voudrais vous faire part des sujets dont on parlera ici aujourd'hui sur ce numéro du Forum des rédactions. Tout de suite d'abord, vous le savez, mesdames, messieurs, nous sommes à quelques jours de la fête de l'indépendance du Bénin et le premier sujet, c'est déjà le 70e anniversaire de la cession du Bénin à sa souveraineté nationale. Le développement est-il enfin enclenché? Et le deuxième sujet, nous allons parler de la visite du président Macron au Bénin. Est-ce que cette visite, c'est une question qu'on s'est posée? Est-ce que cette visite va donc décrisper l'atmosphère politique dans notre pays? Et c'est des questions sur lesquelles nos invités vont répondre ici et maintenant sur le forum des rédactions de ce jour. Et j'ai donc à ma gauche, je vais commencer par ma gauche, bien sûr, j'ai à ma gauche Casimir. Oui, Casimir, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique et économique. Vous vous réclamez plus de journaliste économique. Vous êtes directeur de publication de Nouvelle Économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première fois sur le forum des rédactions. Dites-nous déjà vos impressions. J'ai souvent l'habitude d'être parmi vos téléspectateurs à la maison en suivant donc cette émission. Et j'ai toujours eu de l'admiration, de plaisir à suivre donc cette émission. Quand chaque fois j'ai donc la chance d'être donc scotché devant mon poste téléviseur. Aujourd'hui, j'ai la chance donc d'être là en tant que donc débatteur. Oui, en tant qu'acteur, de vous faire voir par les autres à la maison. Voilà, et participer donc à cette émission-là. Il faut le dire, en tant que téléspectateur, j'ai de l'admiration pour ce qui se dit et ce qui se fait ici. Ceci participe de la vitalité donc de notre démocratie. Ceci participe de l'animation donc de la vie politique, économique et pourquoi pas sociale. Et les invités que vous faites venir ici ont tous ce mérite-là parce que le débat, il est d'un certain niveau. Ça permet à l'opinion publique, ça permet donc aux Béninois que nous sommes de nous faire donc des points de vue sur les différents sujets de l'actualité, que ce soit politique, économique comme social. Donc franchement, c'est à votre actif et il faut véritablement que nous puissions animer donc cet espace médiatique béninoise, pourquoi pas pour véritablement mériter notre place donc de pays où les libertés individuelles, les libertés collectives s'expriment avec une démocratie qui ne cesse d'évoluer, même si parfois il faut faire des réajustements. Merci beaucoup, merci pour vos appréciations, c'est ce que nous savons faire le mieux. À ma droite, vous ne le connaissez certainement pas, mais vous connaissez forcément son journal, son quotidien. Je voudrais vous présenter, madame, monsieur, Christophe Agon. Christophe Agon, bonjour. Bonjour Maurice, merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Vous êtes journaliste, DG du quotidien Info Matin. Comment se porte Info Matin? Bon, Info Matin se porte à merveille. Nous venons de faire 2 ans d'existence. Ça n'en a pas l'air. Et beaucoup m'ont dit que c'est comme si on faisait déjà 10 ans. J'avoue que nous sommes bébés, mais nous tapons quand même dans la fourmilière des grands. Voilà. À 2 ans d'âge, vous avez déjà quelques dents. Vous pouvez mordre les seins de la mère qui vous allaite. Donc quand même, il faut reconnaître que vous imposez dans
la reine des médias qui paraissent. Voilà, merci beaucoup, merci. Nous reconnaissons quand même que tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Et nous remercions tous nos soutiens pour l'encouragement qu'ils nous donnent à chaque fois quand nous paraissons, parce que nous savons quand même faire des analyses, ainsi de suite, pour que l'espace... nous sommes venus encore enrichir l'espace média au Bénin, mais je crois quand même que les gens ne regrettent pas notre présence sur le terrain. On va observer une virgule, on va revenir pour le débat. Ok. Son deuxième anniversaire de la cession du Bénin à sa souveraineté nationale, le développement est-il enfin enclenché? Et c'est le premier sujet du forum des rédactions de ce jour. Vous le savez, le Bénin depuis 1960 à ce jour, je vais le dire, peine à décoller véritablement en ce qui concerne son développement. Depuis quelques années, l'on observe des efforts qui se font, on observe une volonté politique dans le pays et qui fait forcément évoluer mieux les choses. Kazmi Péjo, ma question, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le Bénin n'a pas véritablement enclenché le développement comme cela se doit de 60 à ce jour? Alors merci M. Agua. Lorsque vous posez déjà cette question, c'est que vous-même vous reconnaissez en tant que journaliste, en tant que Béninois, en tant qu'acteur politique et économique, vous reconnaissez déjà que le Bénin n'a pas évolué, enfin le progrès économique qu'on aurait pu attendre donc d'un pays qui a accédé ce 1er août 1960, donc le progrès qu'on aurait espéré, que le peuple aurait espéré en chassant donc le colon, en chassant donc cet occupant un peu encombrant entre-temps, ce progrès n'est pas au rendez-vous. Et ceci, pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier donc cette situation? Eh bien, il faut déjà dire que réclamer l'indépendance donc à l'orée des années 1960, c'était une chose, mais savoir diriger un pays, savoir piloter donc les réformes, savoir faire face aux réalités du monde, c'était une autre que forcément le colon n'a pas enseigné donc aux colonies, aux leaders d'entre-temps, et donc ils ont été mis devant le fait accompli. Ils ont appris donc à nager en plein océan, et puis certains ont réussi, certains n'ont pas pu réussir. C'est le cas par exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de certains pays comme l'Algérie qui ont réussi donc, dont les premiers présidents avaient ont imprimé une marque donc de fabrique à l'économie qui aujourd'hui est en train donc de se pérenniser, mais malheureusement des petits pays à économie dominée comme le Bénin, on n'a pas pu grand chose. Et ici, de 1960 à 2022, on peut classifier donc cette période des 62 ans en trois grandes étapes, sinon quatre. Oui. Vous avez la période donc allant de 1960 jusqu'à la lisière donc de la crise pétrolière, où c'était donc le retour donc aux colons en termes donc d'économie, en termes donc de développement qui était donc perçu par ici. Mais déjà après les années 1975, enfin 72-75, les locaux ont commencé par travailler. On était en pleine révolution. On était en pleine révolution. Donc, il y a donc un changement donc, de mentalité qui voudrait désormais que nous puissions désormais travailler pour se prendre en charge. Se prendre en charge. Et donc, on a commencé donc par faire confiance à l'agriculture, aux produits donc de rente, et on a défini un certain nombre de produits qui pourront donc permettre à l'économie de se développer. On a également développer d'autres mécanismes en termes donc de finances qui puissent permettre désormais donc de pouvoir industrialiser donc ces pays-là. Donc on a eu donc comme sur les trois secteurs économiques, à savoir le primaire, l'agriculture et l'extraction minière, qui a commencé au même moment le pouvoir d'alors
a donc décidé d'industrialiser donc son économie en faisant venir donc des industriels, en nationalisant donc certaines industries aussi. Tout ceci pour permettre donc à l'économie de souffler un temps soit peu. Alors nous en étions là jusqu'à la lisière donc des années 1986 avec donc la révolution pétrolière. On a commencé donc à voir les effets, les conséquences, je dirais positives donc de cette crise mondiale. On rejaillit donc dans nos assiettes et des petits pays comme le Bénin, à côté du Nigeria, ont profité donc de cette situation en bien, et ceci nous a conduit jusqu'à la lisière des années 1990, soit en 2 ans plus tôt, où on a connu une crise économique. Voilà, ça a commencé par chuter, et ceci a été véritablement donc entretenu par la mauvaise gestion des hommes et des finances de tout l'arsenal étatique qui a conduit donc à la crise que le Bénin a connue dans les années 1988. Et qui nous a conduit à la conférence nationale. La conférence nationale, donc, ça fait donc 2 périodes. La conférence nationale qui est venue avec ses lots donc, de mesures dont ce que vous savez, le programme d'ajustement structurel, imposé donc par les partenaires techniques et financiers, dont les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je ne sais pas qui peut rappeler la dévaluation. Merci. Et donc, ça a fait venir donc ce cadre béninois que nous aimons si tant, Pépé, donc, Nicéphore Soglo, à qui on a attribué donc ces réformes-là, qui a Premier ministre, après donc la conférence nationale, a pris les rênes donc du pouvoir à partir de 91, le 24 mars, au détour des élections de dimanche 24 mars 1991, a été donc le candidat heureux donc de cette élection, a pris donc le pays pour 5 ans. Alors, Soglo a donc démarré un cycle économique et un cycle politique donc du pays, avec donc des mesures véritablement draconiennes pour donc redresser l'économie de ce pays-là, et on a assisté à beaucoup de choses. Il faut dire au passage que avec l'arrivée donc de ce nouveau système, on a quand même assisté à une libéralisation donc de l'économie, où désormais on parlera beaucoup plus donc de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Il faut également donc compter beaucoup plus sur le privé en termes donc d'accroissement des recettes, en termes donc d'impôts à payer, en termes donc de recettes douanières, en termes également donc d'importation sauvage, des produits donc venus de l'Europe. Tout ceci donc va permettre au Bénin d'afficher entre 1990 et donc la lisière des années 2010 une économie beaucoup plus libérale, une économie qui vivote, une économie quand même qui donne peut-être. Et de commencer par placer un peu le Bénin sur l'échiquier du développement, où on a commencé par parler donc de taux de croissance. On a commencé par voir un taux de croissance positif donc à partir donc de cette période-là. Sinon que avant ça, le Bénin était rentré dans une récession économique, donc avait un taux de croissance négatif. On était dans les -2, -3% donc de taux de croissance. Désormais, donc, on pourra parler d'un pays qui respire sur une économie unijambiste. Avec le coton comme principal produit de rente. Et vous savez tout ce qui s'est passé entre donc 90 on avait quand même un poumon qui est le port autonome de Cotonou. Oui, on avait donc le poumon de l'économie qui était donc le port autonome, qui également participait à l'assiette fiscale, qui permettait donc à notre économie donc de respirer. Ce fleuron donc de l'économie a été donc a connu plusieurs donc évolutions dans le temps et dans l'espace, parce que dans le temps, il faut déjà préciser que les questions liées à la mauvaise gestion, les questions liées
au trafic donc de stupéfiants et autres ont donc terni l'image de ce port-là. C'est ça. Et le Bénin a donc eu des missions qui sont venues donc déclasser cette infrastructure. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ce fleuron de l'économie a repris donc à retrouver sa lettre de noblesse. À retrouver sa lettre de noblesse avec des réformes structurelles auxquelles nous assistons et aussi avec l'intégration du privé dans ce secteur. Vous nous amenez comme ça à l'ère de la rupture. Nous sommes en train donc de rentrer progressivement dans ce qui convient désormais d'appeler l'ère de la rupture. Oui. Si vous voulez, l'ère du 2.0 ou du 3.0, imprimé donc par le gouvernement qui est là. Et désormais, la donne, c'est le taux de croissance à 2 chiffres. Il faut déjà dire que c'était déjà un vent qui avait commencé déjà par se faire entendre à l'oreille donc de ce régime-là. Je parle du régime de la rupture. Où déjà le régime défunt parlait donc de transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation, à travers donc la dotation du Bénin d'énergie pouvant permettre aujourd'hui aux industriels de pouvoir donc transformer la matière première qu'est le coton. Déjà 11% de transformation donc de notre coton nous permettra déjà d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres, ce qui permettra au Bénin de souffler beaucoup plus que ce que nous avons donc dans les années. C'était des ambitions. C'était des ambitions. Alors aujourd'hui, ça s'est matérialisé par donc un certain nombre d'efforts depuis 2016, sinon depuis 2015, on a commencé par observer cela. Et le gouvernement actuel a donc la bonne trame d'avoir donc imprimé cela. N'eût été peut-être, je le dis ainsi, ces 3 crises exogènes que nous avons connues, qu'aujourd'hui peut-être on serait dans la lisière des 10%, de taux de croissance. Il faut déjà citer d'abord la crise de la fermeture. Avant ça, il y a d'abord la fermeture des frontières avec le Nigeria. Qui a commencé et patatras, la pandémie de Covid-19 est venue donc dégrader l'environnement économique, sanitaire et aussi la guerre en Ukraine, qui est venue donc achever l'économie donc du Bénin. Mais il y a toujours espoir, je pense que d'ici à là... Avant de revenir à ce que signifie le chiffre où nous sommes à 7... en 2021, nous étions à 7%. Je vais revenir vous demander ce que signifie ce chiffre. Mais avant, je vais me retourner vers le DG du quotidien Info Matin, Christophe Agon. Vous avez suivi un peu notre confrère Kazmi Pédio. On a vu quand même que le Bénin a eu à traverser des situations pour se retrouver là où nous en sommes. Est-ce que ce n'est pas l'absence d'un plan de développement qui nous conduit dans ces genres de situations? Non, il a cité certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et quand vous prenez ces 2 pays par exemple, vous voyez le régime politique, on peut compter le nombre de chefs d'État qu'il y a eu dans ces pays-là. Vous voyez, et comparativement au Bénin où il y a eu quand même un certain grand nombre de chefs d'État. Donc quelqu'un venait avec sa vision et tout de suite on enlevait. Donc ça faisait coup d'État n'en point finir. Et tout ceci aussi peut expliquer le retard économique que nous avons. Moi, je ne vais pas parler de 1960, je vais beaucoup plus parler d'après la conférence nationale, c'est-à-dire l'ère du régime démocratique. On sait quand même que depuis Nicéphore Soglo, quand même des efforts sont faits. Et c'est vrai, il a soulevé un point vraiment essentiel. C'est le problème des Béninois, ce sont les hommes. Nous avons des milliardaires tapis au Bénin qui n'ont jamais eu d'action, jamais eu d'industrie ailleurs, qui ont eu leurs milliards ici au Bénin. Vous voyez un peu, donc, tout ça, si vous voyez, c'est nantis aujourd'hui, c'est milliardaires en tant que, à qui nous faisons vraiment allégeance en son temps, et avec tout cet agrégat de sous, si ça avait été employé et investi au Bénin, je vous jure que nous serions
vraiment loin. Et aujourd'hui, peut-être, à différence avec l'ère de la rupture, moi je ne vais pas parler de l'ère Yahi parce que je ne veux pas de remous, je ne veux pas mettre le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont beaucoup plus visibles. Kazmi, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire quand il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Mais aujourd'hui, même si ça se sent dans le panier de la ménagère, on sent quand même les résultats sur le terrain. Peut-être nous reviendrons plus en profondeur, c'est que c'est le social d'abord qui pose problème pour le moment. Et peut-être que quand on va finir peut-être avec les infrastructures routières, comme il a dit, le coton. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao. Le premier planteur, le premier producteur, oui. Pour le cacao, c'était la Côte d'Ivoire. Je crois quand même que c'est encore eux aujourd'hui. Et le café, même chose. Et le président de la République était même l'un des premiers producteurs de cacao. Oui. Le feu Félix Houphouët-Boigny. Ici, nous avons le coton, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal parce que, entre-temps, si vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui évolue sur le plan du palmier à huile, c'est venu de la Côte d'Ivoire. Les premiers plants de palmier à huile sont venus du Bénin, pardon. Les premiers plants de palmier sont venus du Bénin. Aujourd'hui, le palmier à huile. Où en sommes-nous avec le palmier, voilà, où en sommes-nous? Donc, moi, je crois quand même que le coton, ce n'est pas mal. La production de l'huile rouge. Et la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Si au-delà du coton, on peut trouver encore autre chose, voir un peu, peut-être, quand on parle du coton, on parle beaucoup plus du nord. Maintenant, et du côté sud ici, du côté de la côte, qu'est-ce qu'on peut produire qui quand même peut avancer l'économie nationale? Moi, c'est à quoi je veux booster davantage l'économie. Maintenant, il a parlé du port autonome de Cotonou. Oui, c'est moi qui lui ai passé. Voilà. C'est vrai, à un moment donné, c'était vraiment le poumon, le pouvoir de l'économie nationale. Et aujourd'hui, c'est vrai, en tant quand même, notre poids était devenu un peu plus fluide, et où on faisait passer du n'importe quoi surtout, et on était reconnu quand même comme un pays qui laissait passer la drogue, et des tonnes d'ailleurs, des tonnes, c'est grave, et sous les yeux de tout le monde. Mais aujourd'hui, je crois quand même qu'avec tout ce que le président de la République, le président Patrice Talon est en train de faire, quand même, le port est en train de retrouver d'une manière ou d'une autre ses lettres de noblesse. Est-ce que entre 90 et le moment où le président Yahi a pris le pouvoir, est-ce que l'élan que le président Nicéphore Soglo a donné au Bénin en tant qu'économiste n'a pas connu un ralentissement sous le président Mathieu Kérékou? Merci, Mori Ce n'était Agua. pas un économiste. Merci, Mori Agua. Et en économie, vous voudrez bien nous concéder cela. Et on n'aime pas trop afficher des noms de politiciens sur donc, les réformes, sur donc, les périodes économiques qu'a connu donc, un pays. Donc, on a constaté qu'à partir de 1990, je rappelle que nous faisons des analyses. Voilà, nous faisons des analyses. Et moi, je vais parler en termes donc, de bonnes, temporaires. J'ai parlé de 90. Et à vous, analystes politiques, à vous, chers téléspectateurs, d'afficher des noms donc, de leaders politiques à ces périodes-là. Et donc, moi, je ne sais pas qui a dirigé le Bénin en 90, je ne sais pas qui a dirigé le Bénin à partir donc, de 96, et je ne sais pas qui dirige actuellement le Bénin. Mais moi, je sais que de 90 donc, jusqu'à la lisière de 2000, voilà comment l'économie béninoise s'est comportée. Et ceci est dû donc à des facteurs économiques tant. Et de 2000 jusqu'en 2015, l'économie béninoise s'est comportée telle avec des chiffres tant. Et à vous de savoir qui sont ceux qui ont dirigé le pays. Qui est en train de diriger le pays aujourd'hui? Moi, ce n'est pas... Vous êtes économiste. Ce n'est pas moi mon... Christophe Agon, je vous permets de vous prononcer sur le sujet. Oui, à votre pavé, c'est vrai, on a constaté que après l'élan donc des années 1991, parce qu'il faut le préciser, c'est à partir de 91 que véritablement le Bénin a donc tourné dos, est rentré donc en véritable politique donc d'amélioration de son économie. Donc on était dans une situation donc de récession économique
qui est due donc à plusieurs facteurs dont je viens de citer tantôt. Mais à partir de 91, nous avons repris un souffle avec des programmes d'ajustement structurel, avec donc des réformes économiques et politiques, avec donc la décompression donc de l'effectif administratif, avec tout ce qui a connu, et ça a permis quand même à l'économie de reprendre. Et ceci s'est traduit par donc l'engouement des investisseurs. Je l'ai dit tantôt, l'économie a été libéralisée, donc désormais, l'État, qui était pourvoyeur de l'économie, s'est retiré et a laissé le secteur au privé. Et on a constaté effectivement que le privé a commencé par travailler et l'économie a repris donc du souffle. On l'a observé donc sur une bonne, je dirais sur le quinquennat du président Soglo. On l'a remarqué. Mais déjà à partir des années 1997, 16-17, eh bien, l'économie a commencé par replonger encore dans sa léthargie donc, des années d'avant 90, pour la simple raison que, eh bien, il y a une certaine léthargie, il y a une certaine recrudescence encore donc, de la mauvaise gestion au sommet de l'État. Il y a donc que le gouvernement donc, laissait passer un certain nombre de choses, la rigueur administrative n'était pas au rendez-vous et le Bénin a donc commencé par sombrer avec donc des taux de croissance un peu décevants et on en est arrivé donc à la lisière donc des années 2006 avec cela quand subitement, je ne sais pas si c'est le leader, enfin si c'est la tête donc de celui qui a pris donc les rênes du pays, un banquier a pris et puis a certainement donné franc jeu une fois encore au secteur privé, à la production cotonnière. C'est vrai, il a connu des déboires avec, en son temps, le maillant du coton qui se livrait donc des guerres incessantes du moins. Au même moment, au niveau du port autonome de Cotonou, on a senti aussi une certaine régression de l'activité économique liée donc à tout ce que nous venons de dire, à la contre-performance pour la simple raison qu'on était très peu fréquentable, le rapport donc des États-Unis, tout ça là, ça a venu donc ternir l'image. Mais au-delà de tout ça, il faut dire qu'à partir de 2016, effectivement, on a connu, l'économie béninoise a repris encore de souffle avec l'élargissement donc de son assiette économique. Voilà, de son assiette économique à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, à travers aussi certaines réformes visant forcément à lutter contre la corruption et la mauvaise gestion au niveau de l'administration, ce qui de plus en plus nous fait confiance. Il faut aussi préciser qu'après 2010, le Bénin a connu quand même une certaine évolution dans ce qui convient désormais d'appeler la dette souveraine, la dette qui nous permet donc d'aller chercher le financement soit sur le marché local à Dakar ou bien à l'international. Donc le Bénin a gagné ce pari-là et aujourd'hui on parle donc d'une dette souveraine, d'une dette beaucoup plus mieux gérée que par le passé, ce qui permet quand même de trouver le financement pour les infrastructures, ce qui permet de doter le Bénin d'énergie électrique, même si nous avons connu des périodes de crise qu'on pourrait donc qualifier par la mauvaise gestion donc, des ressources humaines et aussi du matériel. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même de l'électricité qu'on peut donc utiliser dans le secteur de la production grâce donc à ces financements-là. Je veux parler donc des endettements entre griffes, ça c'est mon avis, des endettements sauvages qu'on est allé donc contenter sur le marché international et qui nous permet aujourd'hui d'être un pays quand même mieux éclairé que par le passé. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Oui, il y avait un retour, mais bon, c'était une situation. En même temps, la réponse à ma question, oui. Le chiffre, le taux de croissance de 7,1 ou de 7,3 signifie quoi? Bon, pour celui qui ne s'y connaît pas du tout en économie et qui nous regarde, dites-nous. Je vais vous donner le secret de ces économistes-là. On ne veut pas le secret. Ils vont pas m'expliquer ce que signifie ce chiffre. Je ne vous demande pas les secrets. Au Bénin, je ne vous demande pas les secrets. Oui. Lorsque vous avez le coton qui marche et que vous avez 700 000 tonnes de coton produit, tous les Béninois doivent se dire on tournera autour de 7,5% de PIB. D'accord.
Parce que 100 000 tonnes de coton produit vous donne un pourcentage de produit intérieur brut, de façon caricaturale. Et donc, lorsque vous avez une production de 700 000 tonnes, c'est qu'au finish, vous tournez, parce que c'est une prévision, 700 000 tonnes, c'est une prévision, vous tournez autour de 6 000, 6 500. Donc, avec les autres secteurs, les 3 autres secteurs, à savoir le secteur primaire, amputé donc du coton, des produits de rente, et le secteur secondaire, un peu embryonnaire, et le secteur tertiaire qui nous fournit donc environ 3%. Lorsque vous faites les calculs avec tout ce qui peut avoir comme contre-coup, balance, tout ça, vous pouvez tourner autour de 7%. Donc, le calcul des 7% pour la plupart du temps se fait d'abord sur la production agraire et principalement la production des produits de rente. Et ici, c'est le coton qui est visé. Donc, lorsque le gouvernement vient à la télé et vous dit on envisage un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire ils veulent aller à 1 million de tonnes de production, dites-vous déjà que nous sommes dans la lisière des 9,5% de taux de croissance. Vous voyez, donc c'est ce qui justifie. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que lorsqu'on vous parle de 7% de taux de croissance, vous n'avez pas ça dans vos assiettes parce que 7% de taux de croissance, c'est le coton qui donne donc à hauteur de 5 voire 6%. Qu'est-ce qu'il devait donner pour qu'on sente cela dans nos assiettes? C'est le secteur industriel, monsieur Agua. Industriel. Ça, tout le monde le sait. Aucun pays ne s'est développé dans le monde. On y arrive avec le site industriel de Golosi. Je crois quand même que le chef de l'État a compris ça. Et avant, on exportait pratiquement tout. Aujourd'hui, bon, le problème du chef de l'État, c'est de construire des usines ici, que les produits soient transformés sur place. Sur place. Je crois quand même que des efforts sont en train d'être faits et le chiffre, c'est-à-dire avoir des chiffres pour la croissance économique, je crois que c'est bien possible, hein, Casimir. C'est bien possible. Et à travers ce que je viens de dire, c'est-à-dire, d'abord, il y a le coton. J'ai dit, si on peut encore trouver autre chose et permettre les transformations sur place, ça veut dire tout simplement que nous aurons gagné. Nous aurons gagné, voilà. Et je crois quand même que... Et la libéralisation aussi. Hein, aujourd'hui, par exemple, beaucoup de secteurs sont confiés à des experts étrangers qui sont moulés en la matière. Donc, vous venez de dire tout ça tout à l'heure. Avant, c'était quoi? Vous avez pris l'exemple de certains pays, comme la Côte d'Ivoire. C'est les pays les plus endettés. C'est les pays les plus endettés. Et vous avez compris ça au départ. Ce sont des pays, quand vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, ce sont les pays les plus endettés. Ce que nous devons faire de cette dette-là, en réalité, c'est bien les utiliser à bon escient. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on s'endette et que les individus, voilà. C'est ça, en réalité. C'est ce qui a tué peut-être le Bénin. Autant du président Kérékou, qui vraiment laissait, il y avait un certain libertinage et chacun se servait. Même sous le président Yahi aussi, hein, on a connu des gens en moins de 3 ans de gestion qui sont devenus des milliardaires. Voilà. Alors qu'en réalité, il n'y a aucune usine à l'extérieur, c'est que ils ont trouvé du travail ici, tout a été fait ici. Vous n'avez pas répondu à ma question, Christophe, avant de revenir à Casimir. Je demandais si ce n'est pas l'absence de plan de développement qui nous amène à connaître ces difficultés. On dit souvent que c'est autour de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ce n'est qu'à partir de l'an 2000 qu'on nous a parlé d'un plan Bénin à l'AFIA 2025. Et aujourd'hui, quand même, on remarque que ça a été amélioré avec le gouvernement en place, un plan même qui va jusqu'à 2065, pourquoi pas. Est-ce que l'absence de plan de développement n'est pas à la base des difficultés que nous connaissons sur le plan économique? Vous allez remarquer quand même que lorsque le pays change, lorsque le régime change, très souvent les premières années, vous voyez que ça flotte. Voilà, ça dit. Non, on débat correctement. Hein. On débat correctement. Le régime Yahi, les 2 premières années du régime Yahi, c'était tellement beau, c'était tellement bien. Il y a un relâchement par la suite. C'est ça qui nous amène vers ça. Mais aujourd'hui, je crois quand même avec la rupture, je vois que l'homme est visionnaire. L'ayant quand même connu, bien avant même qu'il soit chef de l'État, je vois quand même qu'il a les pieds dans les bottes. Il sait là où il va.
c'est là, vous voyez, je peux dire à travers lui que la rupture, c'est là où elle va. Maintenant, bon, à comparer, très souvent, ce qui tue le système, c'est que nous avons tendance à beaucoup comparer. Au lieu de raccorder tout simplement et dire que l'administration est une continuité, on ne parle pas de l'autre régime. Et on ne veut même pas en parler. Voilà, on ne veut même pas en parler parce que quand vous prenez par exemple, moi je peux prendre l'exemple de Rouedo, où il y a eu des logements sociaux qui aujourd'hui dorment là, rien n'est fait, il n'y a même pas un plan. Je ne sais pas s'il existe un plan, et je n'ai pas fouillé au niveau du cadre des vies, du ministère cadre des vies, mais je sais quand même que c'est des logements sociaux abandonnés à bon escient, où ce sont les animaux aujourd'hui qui en font leur demeure. Donc, c'est un truc, en réalité, nous ne devons pas comparer plutôt les systèmes. C'est beaucoup plus attacher l'ancienne, la nouvelle corde à l'ancienne pour toujours booster. Chacun a envie d'impacter son passage. C'est ce que je remarque. Et on dit, bon, voilà, le régime Talon, ainsi de suite, voilà, c'est que Talon a fait. Chacun. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Vous travaillez pour le Bénin et c'est bien de laisser la bonne image pour la postérité. Mais ce n'est pas, il ne faudrait pas que ce régime soit vraiment basé sur la personne d'un individu. Vous êtes d'accord pour un plan de développement pour le Bénin, à l'horizon même 3000. Que le chef de l'État, qui doit se faire succéder, doit passer à celui qui doit prendre le pouvoir. Pour lui dire, voilà, je me suis arrêté à tel niveau, voici ce qui vous reste à faire. Comme aux États-Unis, par exemple. N'est-ce pas, Casimir Péjo? Je n'irai même pas aux États-Unis, comme au Bénin. Comme en 1990, nous nous sommes retrouvés donc quelque part à Cotonou pour dire, arrêtons ça, évoluons plutôt dans telle direction, et on a assisté à l'élaboration donc d'une constitution qui est aujourd'hui la Bible donc de la République. Moi, je souhaiterais que les économistes s'asseyent avec la classe politique et élaborent ce que je peux appeler la constitution économique du pays, pour que ça s'impose à tout dirigeant qui vienne. Je suis totalement d'accord. Et que ce soit notre brevet. Et c'est là que je donne raison donc à M. Agon lorsqu'il a comparé la Côte d'Ivoire au Bénin en disant qu'il y a moins de présidents depuis 1960 en Côte d'Ivoire qu'au Bénin, et que c'est peut-être cela qui justifie. J'ai envie de le contredire, mais mon pays ne me donne pas les arguments. Et en 2 secondes, Casimir, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que nous soyons sûrs que ce qui se fait aujourd'hui, ça puisse avoir une continuité après le régime en place? Il nous faut une constitution économique pour le Bénin. Je suis d'accord. Une constitution économique. Un breuvage pour tous les politiciens, et quand ils viennent, ils puissent dedans et ils réalisent leur performance avec. On n'aura plus Tantapion qui vient, qui impose ce qu'il veut et s'en va, et puis le programme, il est mort. Non, il faut une vision. Et cette vision va s'appeler Constitution économique du Bénin. Du Bénin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et peut-être que c'est ça qui est en train de commencer sous le régime de la rupture. Et c'est ce que vous avez refusé. Ne personnalisons pas le débat. Ok. Je suis d'accord avec vous et je pense que sincèrement, oui, c'était quand même important, Casimir, Christophe, que nous puissions donc nous attarder sur cette question, parce que c'est elle qui participe véritablement au développement futuriste de notre pays. Et aujourd'hui, merci pour votre proposition. Une constitution économique, c'est pour la première fois que moi j'entends quelqu'un parler de constitution économique pour un pays. Et je pense quand même que c'est ce que nous recherchons, c'est de ce genre de proposition. Nous allons aborder rapidement le deuxième sujet, puisqu'on n'a plus le temps. Après la visite de Macron au Bénin, la décryptation politique est-elle enfin possible, puisque avant son arrivée, on a entendu des voix s'élever pour dire oui, il vient au Bénin pour demander au président Patrice Talon de libérer les détenus politiques, Ricky Amadougou et autres. On a entendu hier qu'il y a des députés, une 80aine de députés français qui ont demandé leur libération. On a également cette semaine constaté la libération d'une 30aine de détenus. Le chef de l'État a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Est-ce que le passage de Macron au Bénin va permettre donc de décrisper un peu, tant soit peu, l'atmosphère? Bon, moi, je pourrais dire d'abord, moi, je veux qu'on occulte des députés français qui demandent la libération des opposants, d'opposants béninois. Eux n'ont rien à nous enseigner.
Ils n'ont absolument rien à nous enseigner. De quoi ils se mêlent? Voilà, de quoi ils se mêlent. Combien de fois les Béninois et les députés béninois ont demandé, par exemple, la libération de tel détenu en France, parce que il y en a. Chaque pays a sa manière de procéder. Vous voyez un peu. C'est pas des Béninois et des Français qui viendront dicter. C'est en ça que moi, je salue beaucoup plus ce régime, parce que tout simplement, il y a quand même, on sent une certaine indépendance. Ça, c'est vrai. C'est la première fois que nous sentons quand même que nous ne dépendons pas trop d'autres personnes. Moi, j'étais sidéré, par exemple. Depuis 1960, je sais que lorsqu'un chef d'État français vient, c'est le président de la République qui va l'accueillir à l'aéroport. Pourtant, vous verrez que chez eux, c'est que le président ne vous accueille pas. Vous êtes obligé. Alors, nous sommes en train d'instaurer nous-mêmes notre propre autonomie. Nous sommes déjà nous-mêmes. Et ça, il faudrait, Casimir, tu es libre de partager ça avec moi, mais nous sentons ça sur le terrain. Donc, si déjà il y a des détenus politiques, c'est vrai que nous regrettons vraiment, surtout le professeur Aïvo, qui aujourd'hui, quand même, avec tout ça, se retrouve quelque part. Il y a des étudiants qui en souffrent. Il y a des pays, parce qu'il espère, un peu partout, c'est pas bien, c'est pas bien. Et quand on prend la décision d'aller en politique, ne vient pas qui veut. C'est qui peut. C'est ça, c'est qui peut. C'est en réalité ça. Et donc, à travers ça, vous devez comprendre quand même que, bon, nous allons toujours... Patrice Talon, c'est quelqu'un, en réalité, qui n'aime pas qu'on sache ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire. Vous avez vu, Yaïboni est allé chez lui, il y a eu des détenus qui ont été libérés, Macron est arrivé, il y a eu des détenus qui... alors que si vous suivez son discours, c'est que vous devez être surpris de la libération de certains détenus en même temps dans la soirée. Donc, c'est quelqu'un qui surprend et moi, nous allons encore lui demander de voir ce qu'il peut faire pour ces deux opposants quand même qui sont, pas des opposants de taille, qui sont de bons fils pour le Bénin, qui en réalité d'une manière ou d'une autre peuvent contribuer à l'épanouissement, que ce soit économique ou bien pédagogique, académique, puisque l'autre est professeur du pays. Dites-nous ce que vous pensez du sujet. Si tant est que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, vous aurez aussi la liberté d'aller répondre devant la justice. Si c'est ça, les prisonniers politiques, le Sénégal en a connu, la Côte d'Ivoire en a connu. Puisque nous parlons des grandes démocraties, même la France, l'ancien président français a été devant la justice. Et il a été condamné. C'est ça, prisonnier politique. Joe Biden, chez lui, certainement que Trump ira devant la justice. Je ne sais pas encore, vu l'évolution des choses. Moi, je m'honore lorsqu'on dit que au Bénin, il y a des prisonniers politiques. Moi, je m'honore. Et je souhaiterais que nos dirigeants s'honorent parce qu'il y a des prisonniers politiques. Oui, aujourd'hui, il y a des gens qui ont été libérés. Et quelle est votre appréciation par rapport à ce qui a été fait? Est-ce que c'est j'ai vu les images. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été libérés que ce pourquoi ils luttaient là a été réglé? C'est ce pourquoi ils luttaient là. Quand ils sont allés en prison, ça a été réglé. Ils luttaient pour quelque chose. Donc, ce n'est pas la libération qui est l'événement pour moi. L'événement pour moi, c'est ce qu'ils ont laissé là. Est-ce qu'ils vont continuer ça? Qui a pu continuer quand ils étaient assis? Vous voulez qu'ils repartent en prison, c'est ça? Repartir en prison pour quoi? Oui, parce que s'ils n'ont pas obtenu, c'est pourquoi ils luttaient. Donc ils luttaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les lois qui étaient votées avec la 8e législature. N'est-elle pas encore là, la 8e législature? Donc ça veut dire qu'on n'a rien fait. On a perdu inutilement. Mais ceux-là qui aujourd'hui disent qui sont en train de lutter, ceux qui étaient, il a parlé ils ont eu à faire l'épreuve, M. Casimir. Comme nous d'ailleurs, nous faisons ils ont eu à faire l'épreuve. C'est pas aujourd'hui quand même qu'ils vont vouloir qu'on aille et qu'on fasse comme eux, ils veulent. C'est ça en réalité. Moi, je dis, ceux-là, ils n'ont plus rien à nous apprendre. Ils ont déjà fait leur temps. Ils n'ont qu'à laisser aussi le président Talon faire son temps. C'est qui? D'accord. Le régime, quand vous parlez de Koulibaly, on va commencer par... On va conclure. Ceux qui sont sous la terre, vous le direz, vous le direz lorsque ceux-là seront sous la terre. Ils seront morts. Mais tant qu'ils vivent, ils ont leur mot à dire dans le processus de la démocratie. Mais et dans le processus de la démocratie, il n'est pas dit quelque part où le peuple va laisser eux là
faire ce qu'ils veulent. Christophe, merci beaucoup d'être venu sur ce débat. Merci. Qu'est-ce qu'on va retenir en fin de compte en quelques secondes? Moi, je voudrais quand même saluer le leadership du président Talon qui, quand même, avec tout ce qui se disait par rapport à la relation entre le Bénin et la France, qu'il ait pu quand même obtenir Macron au Bénin. Je crois quand même qu'on va lui tirer un coup de chapeau parce que d'aucuns ne s'attendaient pas à ça. Et si à travers cette venue quand même, cette relation, si cette relation peut être un peu plus poussée, ça fera du bien. Parce qu'à partir d'un moment donné, vous avez vu quand même que le régime de la rupture a voulu d'abord asseoir son autorité. D'abord, ce qui est d'ailleurs vu, et à travers ce que Casimir est en train de dire, d'ailleurs, sans ça, maintenant, il faut ouvrir le Bénin à d'autres horizons. Moi, je ne vois pas un problème de métropole. Parce que Talon ne pense plus à ça. C'est pas parce que la France est notre métropole que Macron est venu ici. Non, on a besoin de la France, on a besoin des investisseurs. La France aussi a besoin de nous. Nous avons besoin d'investisseurs, ainsi de suite. Après Macron, ça peut être un autre président. Et moi, je salue l'initiative. Merci à vous, Casimir. En quelques secondes. Je ne vous le permets pas. Pour une fois, on avait deux leaders politiques du monde qui ont perdu leurs images et qui veulent se rattraper. Vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui a perdu complètement l'estime en Afrique avec le cas Mali et qui cherchait à corriger son image et qui a choisi donc le Bénin parce que Bénin, la Guinée-Bissau, le Bénin. Il y a une spécificité pour la visite au Bénin. C'est le cas terrorisme et c'est les pays du Golfe qui sont aujourd'hui attaqués. Et le Bénin fait partie donc des pays les plus en danger au niveau de ces pays du Golfe. Donc il est venu pour corriger donc son image au niveau du Bénin. On avait de l'autre côté Patrice Talon également qui avait des difficultés avec sa classe politique. Il cherchait un support sur lequel s'adosser pour dire enfin, je les libère. Cette diplomatie n'a pas apporté grand-chose à l'économie ni à la question donc, du développement de mon pays. Merci à vous, Casimir Pédior. Vous êtes bien journaliste, analyste politique et économique. Vous êtes venu apporter votre pierre à l'analyse des faits d'actualité dans le pays en ce qui concerne le forum des rédactions de ce vendredi 29 juillet 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir. Alors, Monsieur Christophe Agon, vous êtes journaliste également, analyste politique, directeur général du quotidien Info Matin. Votre première fois chez nous. Merci d'être venu. Je vous en prie, c'est moi. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit sur ce plateau. Certainement qu'il y aura certaines personnes qui auront leur avis. Vous pouvez donc faire vos commentaires sur nos différentes plateformes afin qu'on puisse savoir ce que vous pensez de ce débat. 62e anniversaire de la cession du Bénin à sa souveraineté nationale. Le développement est-il enfin enclenché? Il faut retenir que nous avons proposé sur ce plateau qu'il va falloir mettre en place une constitution économique. Et en ce qui concerne donc le deuxième sujet, après la visite de Macron au Bénin, la décrispation politique est-elle enfin possible? Il reste encore à faire. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, c'est ce qu'on dit. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, Marcel Yedo, accompagné de tous les autres. Merci à vous et surtout, likez toujours.